Merci de nous recevoir chez vous avec ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Transmission du fichier électoral à la Sénat. La Commission électorale nationale réceptionne la base de données des potentiels électeurs des toutes prochaines législatives. Un peu plus de 6 600 000 personnes. Et puis, 8e revue annuelle de l'UEMOA, l'étape de Cotonou se penche sur l'évolution des projets et programmes structurants de l'espace, une revue qui ausculte aussi la gouvernance économique du Bénin. Un exploit médical au CNHU, l'équipe du docteur Justin Lewis Denaco de la clinique gynécologique de l'hôpital a réussi à faire accoucher une femme polie mal formée d'à peine 50 cm de haut. Voilà, bienvenue à ce journal dans lequel nous recevons à ce seuil un invité, Dr Nathanaël Coty, coordonnateur du cadre d'analyse et de veille stratégique du Conseil économique et social. Bonsoir. Bonsoir, Elias. Vous dirigez le KVS, qui est en fait au Conseil économique et social, ce que la CAPAN est à l'Assemblée nationale, en fait, une sorte de cellule d'appui qui éclaire de ses expertises techniques, les conseillers sur des sujets pointus d'enjeux nationaux. C'est bien cela? C'est bien ça, bien entendu. Le cadre d'analyse et de veille stratégique est un organe chargé de renforcer les capacités du Conseil économique et social à travers la réflexion prospective, les études, la recherche et la promotion de la coopération. Ce cadre a été créé sous l'impulsion du président du Conseil économique et social, M. Biantabé, en 2015. Alors, dans le cadre de vos activités, vous organisez 2 rendez-vous intellectuels autour pas une simple thématique, mais une véritable problématique nationale, la transhumance. Un café scientifique et puis un séminaire. Le CES étant une institution consultative qui suggère au gouvernement des inflexions sur des politiques. Que peut-on et doit-on attendre de ces 2 rendez-vous intellectuels? Alors, c'est vrai que nous organisons 2 grands événements. Des événements de taille, des événements très importants. Le café scientifique, ça s'organise au CES, même dans l'enceinte de l'institution, le jeudi prochain, donc le jeudi 10, avec des experts. Le thème, c'est la mobilisation citoyenne face à l'urgence du changement climatique au Bénin. Vous imaginez, quand on parle de changement climatique, c'est d'abord les hommes. C'est le fait des hommes, le changement climatique. Et quelle est la mobilisation citoyenne pour pouvoir atténuer, pour pouvoir solutionner un tant soit peu le changement climatique? Lorsque vous coupez un arbre, vous en faites du charbon, vous faites de la bonne sauce à la maison, vous agressez la nature. Et donc, qu'est-ce que nous autres, qui sommes des hommes, des citoyens, pouvons faire pour aider les dirigeants de notre pays à réussir ce challenge qui est devenu un problème mondial? C'est de cela qu'il s'agira. Vous voyez un peu l'importance du sujet et l'importance également des communicateurs. On a consulté des communicateurs qui s'y connaissent. Et ceux-là, les citoyens qui viendront également, ils savent ce pourquoi ils sont là, c'est pour en tirer un grand profit. En plus, il y a le séminaire qui se tiendra le vendredi 11. Ce séminaire parle de la transhumance au Bénin. On fera l'état des lieux, on parlera des enjeux, des défis, des perspectives pour une cohabitation pacifique. Vous savez que le gouvernement de notre pays a beaucoup fait sur le plan de la transhumance. Et nous avons invité à cet effet le Conseil technique du président de la République à la transhumance. Mais quand on parle de transhumance, il y a 2 camps. Il y a ceux-là qui ont des bœufs et ceux qui sont des agriculteurs. Comment faire pour une cohabitation? Quoi faire pour une cohabitation pacifique? C'est de cela qu'il s'agira. Vous voyez l'importance de ce sujet. Parce que la transhumance crée d'énormes problèmes au niveau de nos populations. Les gens sont en prison pour ça. Les gens ont été tués pour ça. Des femmes violées pour ça. Et donc, il faudrait que
nous puissions appeler les acteurs. Et les acteurs sont appelés, que ce soit les bouviers. C'est justement la question que j'allais vous poser, puisque des experts dont vous s'emparent de cette question, les décideurs bien avant. Mais cette fois-ci, l'originalité de votre démarche, c'est de mettre les acteurs de terrain au cœur de ces problématiques, des solutions. C'est bien ça. Donc ils sont invités. Ils sont invités, les acteurs seront là, tous les acteurs. Et les membres du gouvernement sont invités, qui se chargent de la question de la transhumance auprès du président de la République, sont invités. Et vous voyez comment le sujet est pertinent. Vous voyez que quand vous me posez la question du savoir, les garanties, vous voyez déjà les garanties. Absolument. Et vous savez, le Conseil économique et social, c'est une institution consultative. Oui, mais le président de la République a souvent recours à nos recommandations. Ce qu'on ne sait pas toujours. Bien sûr, pas toujours, mais souvent, à nos recommandations pour prendre d'énormes décisions. Et donc, nous contribuons à ce que la cité également se développe sur de très bonnes décisions qui seront prises. Donc, toutes les garanties sont là pour que ce café scientifique et ce séminaire qui se tiendront respectivement les jeudis 10 et vendredi 11 prochains soient deux événements de grande envergure, mais très riches pour que nous puissions en tirer de bonnes conclusions. Merci beaucoup. Docteur Nathanaël Coty, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du cadre d'analyse et de veille stratégique du Conseil économique et social. On va suivre très attentivement les préconisations de vos assises intellectuelles. Merci d'être passé. Merci. Merci de rester avec nous pour la suite du journal. Merci, monsieur le journaliste. On en parle avec l'UEMOA qui fait justement le point de la mise en œuvre de ces réformes politiques, programmes et projets communautaires au Bénin. Les travaux de cette revue annuelle ont démarré ce lundi et permettront de mesurer les performances du Bénin en termes de gouvernance économique. Patrick Imanvo, Rachida Biomaman pour le point. C'est la 8e édition de cet exercice institué depuis 2013 par les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Durant 3 jours, experts de l'UEMOA et points focaux de suivi-évaluation au plan national vont mesurer les performances du Bénin en termes de gouvernance économique et convergence. Nous avons au niveau du Bénin 6 programmes et projets dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, pêche et environnement, mais aussi 3 projets au niveau de l'énergie que nous appuyons, qui sont actifs, et nous voulons mesurer le niveau d'exécution de ces programmes et projets, qui sont en tout cas en gros d'environ 30 milliards de francs CFA. Nous parlons des marchés publics, les finances publiques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les marchés communs, l'union douanière, la libre circulation, et enfin, les sectoriels. Nous avons, sur instruction du ministre d'État, ministre de l'économie et des Finances, fait une auto-évaluation il y a quelques mois et les conclusions sont très encourageantes. C'est pour dire qu'à la fin de cet exercice, le Bénin, qui s'est fait illustrer comme le meilleur élève de la sous-région, va réitérer encore sa position. Je reste convaincu que les travaux de cette revue se dérouleront dans une ambiance conviviale, empreinte d'assiduité et d'abnégation habituelle, afin de permettre à notre pays de réaliser un score significatif. Les travaux s'achèvent le 9 novembre avec sans doute, et comme par le passé, le Bénin qui s'illustre à travers de très bonnes performances. De performances macroéconomiques, passons au micro avec l'organisation du réseau panafricain des investisseurs providentiels. Et oui, qui a désormais ce réseau une représentation au Bénin. Il s'agit de Bénin Business Angels Network qui a pour mission de garantir et de booster la performance des entreprises. Voyons donc avec Marcel Arrossi et Bruno Routekpo les opportunités providentielles de ce réseau. De 5 à 50 millions de francs CFA, ce réseau est prêt à vous fournir des capitaux d'amorçage si vous êtes une start-up prometteuse. Même si avec Biban, l'argent n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas nécessairement l'argent au départ, mais c'est surtout l'accompagnement. Parce que vous savez, lorsque vous êtes une start-up, ce n'est pas l'argent qui est l'essentiel. L'essentiel est peut-être ailleurs. L'essentiel est déjà dans la vision que vous avez de votre projet. L'essentiel, c'est déjà la façon dont vous avez de maîtriser le marché. Composé d'entrepreneurs locaux et de la diaspora, Biban, Benin Business Angel Network, est la première association de business angel au Bénin. Il y a en fait une autre organisation qui s'appelle le ABAN, qui est l'African Business Angel Network.
Donc cet écosystème d'investisseurs existe un peu partout en Afrique et est fédéré par une association qui s'appelle le ABAN. C'est un très bon signal qui est envoyé et c'est d'autant plus intéressant quand on se rend compte que les membres de ce regroupement sont des acteurs de la diaspora, parce qu'on sait tous que ces acteurs-là sont moins frileux à accompagner des entreprises, voire à perte. Avec son projet DigiBoost, Enabel est déjà un soutien de ce réseau. Avoir ce réseau d'investisseurs, d'entrepreneurs, il faut le dire, privés, qui s'engagent au quotidien des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, à apporter des capitaux, du financement, mais pas que, à apporter leur réseau et leur expertise. Pour nous, c'est une des solutions clés et essentielles pour le type d'entrepreneurs béninois que nous côtoyons au quotidien tous. Pas de restrictions. BIBAN accueille tout type d'entreprise. Entrepreneuriat, toujours on en parle avec un livre au titre stratégique. Tenez, entreprendre dans son domaine d'excellence. Une ambition, offrir à ceux qui veulent entreprendre des outils motivationnels comme levier de développement de leurs compétences professionnelles et de leurs talents personnels. On en apprend un peu plus avec Lénaï Kabwazaou et Bernard Turbet. Entreprendre dans son domaine d'excellence, c'est un ouvrage de développement personnel axé sur la foi et qui livre au lecteur les clés nécessaires à la réalisation de soi, selon ses aptitudes et ses capacités. L'auteur ex-banquier, entrepreneur et psychologue part de son vécu personnel, de ses expériences et lectures pour éveiller les consciences pour un accomplissement de la destinée, notamment dans le domaine entrepreneurial. Nous ne pouvons pas tout réussir, mais nous pouvons réussir. Il y a tellement de pauvreté, de misère, de précarité autour de nous qu'on a souvent l'impression que réussir est exceptionnel en Afrique. Il suffit que chacun de nous découvre son domaine d'excellence, découvre qui il est, découvre en fait son but, découvre en fait ses capacités, découvre ce qu'il a d'exceptionnel. Embrasser le chemin professionnel en lien avec ses talents personnels afin d'avoir une vie épanouie et réussie. C'est ce à quoi invite cet essai de 246 pages subdivisé en 20 chapitres. C'est un livre, on va dire, qui est très honnête, qui met chacun en face de ses réalités et qui conseille, n'est-ce pas, d'investir son temps de vie, son énergie, ses ressources dans une entreprise qui valorise ses talents intrinsèques. Nous avons un potentiel illimité que nous sous-exploitons et c'est important justement que nous ne nous arrêtons pas au diplôme. Dans le livre, j'encourage en fait chaque Africain à prendre l'option du diplôme et du talent, ou plutôt même l'option du talent et du diplôme. Le talent est important parce que, je le dis toujours, le talent est une source de revenus illimitée, là où le diplôme est forcément une source de revenus limitée. Entreprendre dans son domaine d'excellence se définit comme un guide pratique d'accompagnement psychologique pour bâtir l'entrepreneur et des entreprises prospères. Merci Lénaïk. On va se pencher à présent sur une coopération vieille de quelques décennies déjà, mais toujours aussi actuelle. Il s'agit de celle qui lie le Bénin à la communauté française de Belgique, dite aujourd'hui Fédération Wallonie-Bruxelles. Les deux parties évaluent périodiquement cette coopération. La deuxième session annuelle du comité dédié à la revue des engagements de cette coopération s'est ouverte aujourd'hui même au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Quelques éléments tangibles sont à découvrir dans ce sujet, signé Nicanor Kovi et Vari Zoumao. Des nuances de jaune et de rouge, le cocardi du drapeau wallon est assorti avec l'étendard tricolore. Ici, le Bénin et la délégation générale de Wallonie-Bruxelles font le point de l'exécution de leurs engagements respectifs. Nous sommes réunis aujourd'hui afin d'évaluer les 16 projets de cette commission mixte permanente et ce travail permettra ensuite d'imaginer les contours de notre future collaboration 2024-2028. Cette réunion est la deuxième session annuelle du comité d'accompagnement du programme de travail quinquennal entre le Bénin et les entités francophones wallonnes. Et pour défendre le projet, de nombreux ministères sectoriels sont de la partie, notamment celui en charge de l'eau, un axe fort de cette coopération bilatérale. Ces secteurs concernent également le domaine du patrimoine, de la culture et du tourisme, et également du renforcement du capital humain.
La délégation générale de Wallonie-Bruxelles est la représentation diplomatique des gouvernements de la Wallonie et de la Fédération de la Wallonie-Bruxelles, deux entités autonomes de l'État fédéral belge qui disposent toutes deux de prérogatives importantes, notamment la compétence de signer des traités internationaux et des accords de coopération. À présent, un chiffre par rapport à l'actualité électorale. Un peu plus de 6 600 000 électeurs potentiels pour les prochaines législatives. Eh bien, le principal intrant des prochaines élections législatives, la liste électorale, est désormais réceptionnée par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Elle a donc désormais à sa disposition le fichier électoral devant lui permettre d'accélérer la mise en place des dispositifs techniques sur le terrain. La Sénat a reçu cet important outil électoral des mains du premier responsable de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. C'était tout à l'heure même à son siège à Cotonou sous les yeux de William Aguiar et d'Yves Agolopessi. C'est un fichier électoral consensuel qui est ici symboliquement transmis à la Sénat par l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Consensuel pour être passé par les mailles d'un audit sollicité et obtenu par les partis politiques et la société civile. La population électorale brute dans le cadre des prochaines élections législatives dans notre pays est estimée, après tous travaux et après administration d'un coefficient de correction de 2,5 au chiffre brut, à un total de 6 600 572 électeurs, répartis sur 17 749 postes de vote dans 7 986 centres de vote. À 60 jours du scrutin du 8 janvier prochain, la Sénat se réjouit d'être en possession du principal intrant des élections comme l'exige la loi. Votre acceptation de la doléance des représentants de la société civile de faire auditer la LEI doit être louée. Fini les estimations relativement aux statistiques concernant la population électorale et le nombre de centres de vote et de postes de vote. Il ne nous reste qu'à parachever la détermination des candidatures valides. Et cela nous incombe. En ce qui concerne les documents électoraux, l'ANIP est de nouveau attendue, notamment pour l'impression des listes d'émargement par poste de vote. Législative 2023 toujours. Allons voir comment réagissent les bases électorales au lendemain des positionnements de candidats sur les listes de leur parti. Nous sommes avec la coordination communale de l'Union progressiste Le Renouveau de Banikwara qui a dévoilé la liste de ses candidats désignés dans la deuxième circonscription électorale. C'est un moment de grande mobilisation vécu par nos reporters Pierrette Adam et aussi Giscard Akovi. La coordination communale de Banikwara a voulu échanger avec vous, chers militants, chères militantes. C'est à la fois une rencontre de vérité et de sensibilisation initiée à l'endroit de ces militants de l'Union progressiste Le Renouveau. Le suppléant du premier titulaire sur la liste UP Le Renouveau dans la deuxième circonscription électorale a tenu en haleine sa base pour lui expliquer son positionnement. Les candidats retenus pour l'Union progressiste dans la deuxième circonscription électorale sont le camarade Sinabiogounou, tête de liste, le camarade Tamoubio Sarako, premier suppléant, le camarade Mora Sani Saré Malik, deuxième titulaire, le camarade Sabigoni Nagayo, deuxième suppléant, le camarade Issifou Issa, troisième titulaire, le camarade Kikpa Albert, troisième suppléant. La candidature réservée aux femmes, notre candidate est la camarade
Chabigoro Baké de Gogoumé. Sa suppléante, c'est la camarade Banimora Hélène de Segbana. Ces choix opérés par le parti ont été pour la plupart comblés avec la reconduction en tête de liste du député Sina Biogounou. Les militantes et militants de Bani Kouara apprécient. Les femmes de la deuxième circonscription sont déjà engagées et nous allons continuer la bataille. L'UP, c'est toujours l'UP. Quel que soit le positionnement, il faut que tout le monde reviennent pour que l'UP puisse prospérer. En attendant le lancement officiel de la campagne électorale, la coordination communale du parti Union progressiste Le Renouveau invite les militants à l'union et à la cohésion au sein du parti. Penchons-nous à présent sur cet exploit médical opéré à la clinique universitaire gynécologique et obstétrique Kugo du CNHU. Il s'agit d'un accouchement aussi rare que délicat. L'accouchement d'une femme naine d'à peine 50 cm de haut, mais aussi marqué par d'autres infortunes biologiques. Une femme polymalformée donc. Autant de défis qui rendent extrêmement difficile un accouchement main. L'équipe du docteur Justin Lewis Denaco de la Kugo l'a réussi. Derrière cette prouesse médicale, l'histoire particulière d'une jeune mère. Sa prise en charge est loin d'être ordinaire. Accouchement d'une personne polymalformée, exploit de la Kugo, c'est le dossier santé de ce journal signé Jean-Claude James, Yves Godopessi. Ici, à la clinique de gynécologie du CNHU, l'accouchement de Miss M de son surnom est une histoire unique. Elle est polymalformée de naissance et elle porte une grossesse qui est devenue incompatible avec sa vie. Tout en elle la prédisposait à rester sur la table d'opération. Déjà la tête, on appelle ça macrocéphalie. D'accord ? Ensuite, le nanisme, donc c'est une personne naine, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle également la myotrophie des membres. Et puis, ça doit faire redouter également des malformations internes. Un cas rare qui a nécessité une prise en charge pluridisciplinaire. Tout était un défi pour chaque spécialiste. En premier, les anesthésistes. De façon précise, vous savez qu'elle a une césarienne. Aujourd'hui, pour avoir une anesthésie pour la césarienne, la plupart du temps, nous faisons ce que nous appelons une rachianesthésie. Il se fait que Marie, on ne pouvait pas faire cette anesthésie parce qu'avec la déformation de la colonne vertébrale, les malformations, on ne pouvait pas savoir exactement où l'aiguille irait. Donc, il faut faire une anesthésie générale. Pour faire une anesthésie générale, il faut vous coucher sur le dos et mettre la tête dans une certaine position. Malheureusement aussi, les déformations faisaient qu'on ne pouvait pas la mettre sur le dos. On doit la garder sur le côté. Donc ça a été acrobatique de pouvoir le faire. Ça a été une prise en charge pluridisciplinaire. On a regardé avec les cardiologues pour voir s'il n'y a pas d'autres malformations. Le gynécologue a regardé, nous on a regardé et on s'est mis tous ensemble pour faire un staff. Un staff qui aujourd'hui a le sourire tout comme la jeune maman de 27 ans au regard du résultat. Elle nous a dit ce jour-là qu'elle va, avant qu'on l'endorme, qu'elle va nous faire un petit Jésus. Bon, à son réveil, je lui ai dit malheureusement tu nous as fait une fille. On a évité le décès. Et on est très heureux de l'avoir récupéré et également récupérer le bébé, un bébé de 1 kg 200 grammes et qui se porte aujourd'hui très bien. Si accompagner les futures mamans est un fait ordinaire pour ces hommes et femmes, le cas de Miss M est un exploit à l'actif de l'équipe de la Kugo.
Une brève juridico-médicale dans ce journal. Elle concerne les 4 personnes poursuivies suite au drame survenu au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou le 7 octobre dernier. Eh bien, ces 4 personnes ont vu leur procès reporté à nouveau. Tous des techniciens en charge de l'électricité dans cet hôpital. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire après la mort de 4 personnes en réanimation suite à une panne d'électricité. Les 4 accusés avaient plaidé non coupables lors de leur première comparution. Mais le chef de la division électricité de l'hôpital avait cependant déclaré avoir oublié de remettre le service de réanimation sur le réseau électrique normal de la Société béninoise d'énergie électrique SBE quand le courant a été rétabli. L'audience donc a été renvoyée au 8 novembre prochain. Univers Santé toujours dans ce journal. Parlons de cette réunion du comité en charge du projet renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. On en est à la 6e session, une rencontre tenue pour évaluer la mise en œuvre du projet et faire des recommandations pour sa poursuite. Charlène Dovonou, Ginelle Afoula. À cette rencontre du comité régional de pilotage du projet REDIC, renforcement des systèmes de surveillance des maladies dans les pays de la CEDEAO, il est question, entre autres, d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du dit comité. À l'initiative, l'Organisation ouest-africaine de la santé, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2020. Démarré depuis 2016, le projet REDIC vise à renforcer les systèmes nationaux de surveillance des maladies et accroître la collaboration intersectorielle et sous-régionale en vue de faciliter une meilleure préparation des pays à la prévention et à la gestion des épidémies et urgences sanitaires en Afrique de l'Ouest. Ce projet œuvre également à asseoir l'approche On Health en contribuant à juguler les faiblesses des systèmes de santé humaine et animale qui entravent l'efficacité de la surveillance et de la réponse aux maladies et, en cas d'urgence, à apporter une réponse rapide et appropriée. Le projet REDIC contribue de manière significative à la réalisation de ces objectifs en Afrique de l'Ouest. Depuis sa mise en œuvre, les pays et les partenaires sont parvenus à des résultats encourageants. Comme vous le savez déjà, le projet REDIC a contribué au cours des 6 dernières années de mise en œuvre au renforcement des capacités en matière de surveillance, de préparation et de réponse aux épidémies et aux urgences de santé publique dans la région de la CEDEAO et en Mauritanie. Au Bénin en particulier, je peux citer l'amélioration du système d'information sanitaire, le renforcement de la capacité des laboratoires pour la détection des maladies prioritaires, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la surveillance des maladies et l'équipement des centres de surveillance épidémiologique des zones sanitaires, la création d'une plateforme Une seule santé et toutes les activités de préparation et de riposte aux maladies à potentiel épidémique. Je voudrais saisir cette opportunité pour souligner le rôle majeur et combien précieux que le projet REDIC a joué dans la riposte à la pandémie de la COVID-19 au Bénin. Le projet REDIC est mis en œuvre dans les pays de la CEDEAO et en Mauritanie depuis 2016. On boucle ce journal sur cette actualité sanitaire, mais avec un rectificatif sur la date du report de ce procès dédié à cette affaire de décès de 4 personnes suite à une coupure de courant au CNHU. J'avais indiqué malencontreusement le 8 novembre, on est aujourd'hui le 8 novembre, en fait c'est aujourd'hui que le procès, l'audience a eu lieu, le report c'est pour le 22 novembre prochain. Merci pour votre attention, votre fidélité, merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.